Bonjour à tous, on va continuer dans notre série de vidéos sur Kubernetes et dans cette vidéo on va réellement commencer à pratiquer. Aujourd'hui on va faire un focus sur les pods. Donc dans cette vidéo en fait on va tout faire ce qui est possible sur un pod. Donc on va faire des opérations de CRUD dessus. Donc on va pouvoir créer des pods, les supprimer, vérifier leur configuration, se connecter à des pods. Vraiment tout ce qui est possible de faire dans un pod on va pouvoir le faire. Donc on va les créer aussi en mode déclaratif ou en mode impératif. Donc on va vraiment faire, l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo là, vous serez à même de pouvoir comprendre réellement comment marche un pod, aller débugger un pod, se connecter à un pod et pouvoir créer autant de pods que vous voulez quoi. Voilà. Donc si vous avez loupé les précédentes vidéos, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur laquelle j'explique comment vous allez configurer en fait votre Minikube en local. Donc Minikube c'est vraiment un cluster Kubernetes en local sur votre VM pour pouvoir travailler. Donc si vous êtes arrivé dans cette vidéo là, à ce stade là, vous devrez avoir installé Minikube ou Docker Desktop, Docker et aussi kubectl. Donc c'est les trois éléments qu'on aura besoin pour pouvoir travailler efficacement dans ce tutoriel aujourd'hui. Je vous invite aussi à avoir un éditeur de texte qui est capable de comprendre du YAML. Ça va vous permettre d'aller vite. Personnellement, je travaille sur Visual Code pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres éditeurs. Mais l'idée, c'est qu'il faut avoir un éditeur quand même qui est capable d'interpréter le YAML. Ça va vous permettre de gagner en temps et de ne pas perdre du temps à aller vérifier les syntaxes, etc. Voilà. Par exemple, si vous utilisez Vim et autres là. Donc, c'est parti donc pour cette vidéo sur les pods. Visaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Avant de commencer avec avoir les mains sales, donc je vous conseillerais de vérifier que vous avez kubectl d'installer. Donc faites kubectl version. Donc ça vous liste la version du client que vous utilisez parce que kubectl, je rappelle, c'est le client qui va vous permettre d'interagir avec l'API de Kubernetes en fait. Donc il faut vous assurer que vous avez kubectl qui est bien up et ensuite il faudra démarrer Minikube. Minikube start. Si vous l'avez installé en route, il faudra faire sudo minikube quoi. Voilà, donc moi je suis en train de l'installer minikube. Il se trouve que il en profite pour mettre à jour en fait. Voilà. Donc c'est juste une mise à jour pour installer aussi minikube là. L'autre élément très important qu'on aura besoin, donc là j'ai minikube qui est démarré et si je fais minikube status, voilà, j'ai mini, vous devrez vous assurer que vous avez tout ça qui est OK, que le contrôle plane est running, que le host est running, kubelet, API server et kubeconfig. Pour ceux qui ne se souviennent plus, donc j'ai présenté l'architecture, il y a 2 vidéos de cela déjà où je présentais les éléments de base dans Kubernetes. Donc là, vous devez vous assurer que tout est OK quand on fait le minikube statut. Donc là, on a kubectl d'installer qui est run, on a minikube qui est aussi là. Donc là, on va pouvoir travailler. Donc moi, petite parenthèse, vous savez sur Kubernetes, avec kubectl, vous allez pouvoir interagir avec plusieurs clusters en même temps ou voilà sur la même machine. Donc moi sur cette machine, dans la vraie vie, j'administre à peu près une dizaine de clusters, mais sur cette machine, j'ai 3 clusters Kubernetes qui sont installés. Mais à chaque fois que je travaille, je vais travailler sur un cluster spécifique quand je suis connecté sur cette session-là. Donc voilà. Donc par exemple, pour connaître le cluster sur lequel je suis connecté, là il me dit minikube, donc je fais kubectl. Vous allez taper cette commande là, kubectl get config get context. Les contextes en fait c'est les clusters Kubernetes qui sont configurés sur votre session ou sur votre machine. Donc moi sur cette session là, j'ai 3 clusters qui sont configurés. Ce cluster là qui est dans le cloud, j'ai Docker Desktop et j'ai Minikube. Le fait d'avoir démarré Minikube, il m'a positionné automatiquement sur le cluster Minikube. C'est pour ça qu'il y a une étoile sur le QRN. Donc vous pouvez utiliser cette commande là qui vous donne
la liste de vos contextes. Vous devriez avoir un seul contexte, celui de Minikube. Mais plus tard, si vous configurez d'autres clusters, ça vous listera tous les clusters qui sont sur votre machine. Donc l'autre commande que vous pouvez aussi faire, c'est kubectl config. Vous avez la commande get, je crois que c'est current context. Comme ça, hop, voilà. Donc moi il me dit le Minikube. Moi j'utilise pas souvent ça, je préfère souvent utiliser kubectl config get context avec S et vérifier celui qui a l'étoile. Celui qui a l'étoile, c'est celui qui est actif. Maintenant, si je veux changer de contexte, ça c'est une parenthèse, on n'est pas encore, c'est parce que j'ai plusieurs contextes. Imaginez que maintenant je veux aller sur mon cluster Docker Desktop, j'aurais juste à faire kubectl config use context et je taperai ici son nom. Donc c'est Docker Desktop. Et là, il a switché le contexte. Et vous avez dû voir que mon terminal m'a changé ici le nom du contexte. C'est parce que j'utilise un outil que je vous conseille d'installer sur votre machine aussi. Ça s'appelle le Starships. Donc Starships, c'est un outil très simple. Attends. C'est un outil très simple en fait qui va vous permettre de personnaliser votre bash. Et ça permet d'avoir un bash qui est assez interactif quoi. Donc ça s'installe facilement. Donc le site il est là, starship.rs. Et vous avez juste à l'installer. Et après, ce qui est intéressant avec Starship, c'est que vous avez une config pour votre terminal. Donc si je viens ici par exemple là, quand vous allez installer Starship, il va vous installer, il va vous créer un fichier .config je crois, .config Starship, voilà. Voilà, il va vous créer un fichier comme ça là dans lequel il y a la config que vous pouvez personnaliser. Donc moi c'est ma config Starships que j'ai. Donc j'ai configuré mon fichier TOM et dans lequel là j'ai défini j'ai dit dans mon path que je veux afficher le contexte Kubernetes. Voilà, donc c'est pour ça que là j'ai des éléments, j'ai d'autres éléments qui sont configurés, mais bon. Là, donc vous n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Starship, c'est assez simple la prise en main. Et je vous recommande d'avoir ça, parce que lorsque vous allez travailler sur plusieurs clusters Kubernetes, c'est super important de savoir sur lequel vous êtes afin de ne pas déployer sur le mauvais cluster, ou bien ne pas vous retrouver à travailler sur un cluster sur lequel il n'y a pas les ressources en fait. Donc moi je vous ai dit j'ai trois clusters là, donc ce qu'il y a sur ce cluster là n'est pas le même qu'il y a là et qu'il y a là, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours... et moi du coup quand je travaille sur mon terminal j'ai directement le cluster sur lequel je suis et j'ai le namespace. Donc ça permet réellement de gagner en temps et d'éviter les erreurs et d'avoir une vision rapide de l'espace de travail sur lequel on est. Donc ça c'était la petite parenthèse quoi. Donc je vous invite à refaire la commande kubectl config get context et vous assurer que vous avez. Donc là, je suis sur Docker Desktop. Donc moi, je vais switch sur Minikube. Donc assurez-vous que vous êtes sur Minikube. Si vous n'êtes pas normalement, vous avez un seul. Mais si vous avez, je sais pas, pour certains qui ont déjà installé Kubernetes, je sais pas. Si vous avez un autre cluster, vous pouvez vous assurer que vous êtes bien sur Minikube en tapant cette commande use context Minikube. Voilà. Donc là, on est bon. Et du coup, pour vérifier que tout est OK, faites la commande kubectl get namespace. Donc vous devriez voir ces namespaces là. Vous devez voir le namespace default, le namespace cube node list, le namespace cube public et le namespace cube system. Donc ça c'est des namespaces en interne que Kubernetes utilise en fait. Donc il contient en fait les pods. Ces namespaces là vont contenir les namespaces comme je l'ai expliqué. Je ne sais pas si je l'avais expliqué. C'est en fait des espaces de travail. C'est comme des sous-réseaux. C'est comme des réseaux dans votre cluster. Donc dans votre cluster, vous avez plusieurs applications et chacune d'elles est dans son sous-réseau si vous voulez. Ça peut être vu comme ça ou ça peut être vu aussi comme un dossier dans lequel vous mettez les éléments d'un même projet. Donc là, si vous faites par exemple kubectl get pod-n cube system, vous allez voir en fait un certain nombre de pods. J'ai mal écrit, j'ai pas mis le S. Donc vous allez voir un certain nombre de pods qui sont utilisés par Kubernetes parce que Kubernetes lui-même pour fonctionner, il a besoin d'un certain nombre de pods. Notamment tout ce que je vous ai présenté dans l'architecture Kubernetes que vous pouvez voir là, ça se matérialise en fait par des pods qui exécutent ces ressources-là. Donc par exemple, vous avez le etcd qui est là, vous avez API Server qui est là, vous avez le controller manager, vous avez le proxy, vous avez le scheduler, etc. etc. Donc ça, c'est les éléments de base de Kubernetes. Et donc Kubernetes lui-même pour fonctionner, il utilise des pods qu'il va créer lui-même. Donc qui est dans le cluster. Et ça, vous ne pouvez les voir que parce que vous avez Minikube. Si vous utilisez une version managée d'un cluster Kubernetes, ça normalement c'est pas accessible en fait. C'est les éléments du control plane. Donc si vous êtes là, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut
pour qu'on puisse démarrer. Donc on va donc pouvoir donc commencer un autre travail en fait. Alors donc moi je vais juste faire un clear comme ça et on va pouvoir démarrer. Donc ça va être notre canevas. Donc je vais agrandir comme ça. Ça va être notre canevas. Donc je rappelle ce que c'est qu'un pod en fait, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment l'unité de base dans Kubernetes en fait. C'est l'unité, le truc minimum. Donc Kubernetes il travaille sur des pods. Il travaille pas sur des disques, il travaille pas sur des. Enfin il travaille sur des disques. Il ne gère pas entre guillemets. Il schedule en fait des pods. Il ne schedule pas des containers, il ne schedule pas des images, je sais pas. Bon bref, c'est vraiment le pod qui est l'unité de base quoi. Donc, et à l'intérieur d'un pod, on peut avoir plusieurs containers, mais en général, on met un seul. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire dans la vraie vie. Là, je vais vous montrer comment on fait pour avoir plusieurs, mais dans la vraie vie, je vous conseillerais de toujours avoir un pod égale un container. C'est beaucoup plus simple en termes d'administration, de gestion et tout. Un pod, du coup, a une adresse IP, il a un espace de stockage, il a un volume. Voilà, vous pouvez le monter en volume si vous voulez. Et il a plusieurs configurations qui sont passées comme variable d'environnement. Donc, le premier pod qu'on va créer, donc on va créer un pod quand on travaille sur des pods en fait avec Kubernetes, qu'on travaille même pas avec des pods, qu'on travaille sur Kubernetes pour la gestion des ressources, on va utiliser souvent les manifestes YAML. Donc, c'est des fichiers qui vont contenir la configuration de notre pod en fait. Mais il est aussi possible de créer des ressources en ligne de commande, c'est ce qu'on appelle le mode impératif. Donc, il y a le mode déclaratif qui est avec des fichiers YAML et le mode impératif qui est en ligne de commande. Mais de manière générale, de manière globale, c'est toujours avec des fichiers YAML. Donc c'est pour ça qu'en ligne de commande, pour créer des ressources directement en ligne de commande avec du mode euh, impératif, ça se fera très peu en fait. Voilà, je ne le ferai pas beaucoup. Donc c'est donc parti, on va essayer de créer un pod et tout. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur là. Donc moi j'ai créé ce dossier. Donc je vais créer un fichier ici. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, je vais aller dans Cube. Hop. Ah, j'ai pas de pod, donc je vais créer un dossier mkdir. On va l'appeler 02 comme ça, et on va faire sa pod. Donc ça, je vais l'ouvrir avec Visual Code, c'est pour ça qu'il me mettait une erreur. Donc là, j'ai bien mon truc qui est ouvert, et là, je vais créer un fichier. Donc on va l'appeler ici 01, et on va noter sa pod.yaml. Donc ce qu'on va faire, on va créer notre pod. Ce qu'on va faire, c'est un pod qui va se baser sur une image Nginx. Donc on va avoir une image Nginx qui va être dans ce pod là et on va vérifier si on a après si notre Nginx tourne bien. Donc on va pouvoir créer le pod. Donc là, quand on crée sur un pod là, sur les fichiers YAML, de manière générale, il y a toujours la première ligne qui concerne l'API qu'on va utiliser. Donc nous on va utiliser l'API en version 1. On va définir le type que c'est. Donc c'est le pod. Voilà, il me complète directement. Donc là, on va enlever ça comme ça. Donc là, c'est le pod. Ensuite, il y a les métadonnées qu'on va donner. Donc nous, on va l'appeler KHGcode. Le label qu'on va mettre, on va aussi dire KHGcode. Donc ça, on va dire que c'est les specs de base, en fait, qui sont communs à tous vos éléments. Et ensuite, là, le container qu'on va l'appeler, on peut l'appeler KHGcode, je l'appelle comme ça aussi. Et l'image, on va utiliser une image d'Nginx. Donc je vais reprendre la dernière image de Nginx que je vais appeler la test comme ça. On peut définir des ressources en fait. Pour le moment, ça c'est trop tôt. Je vais pas on va parler de ça plus tard. On va pas définir des ressources qui sur notre truc. Et là, on va définir le port. On va dire que notre port, va tourner sur le port 80. Voilà. Donc ça, c'est une définition YAML d'un pod en fait. Donc ça, simplement, ça va me créer un pod qui va contenir une seule image, une image de Nginx. Donc c'est ça qu'on va essayer d'exécuter là et on va voir ce qui va se passer. Donc là, nous, on va venir dans mon dossier 02 pod là. Bon, vous avez vu, je n'édite pas, j'édite directement dans Visual Code parce que c'est plus simple, c'est plus convivial et tout, voilà. Donc là, on va faire maintenant la commande kubectl apply-f. Donc kubectl, c'est le client. Là, on lui demande d'appliquer notre configuration et on lui donne le fichier de configuration 01.
j'aime pas quand mon terminal me fait ça. Donc kubectl apply-f 01-pod.yaml. Donc là, il me dit mapping not found, ok, pod version. Donc là, il y a des trucs que j'ai. Je me suis. Ici, c'est V1 en minuscule. Voilà, c'était juste ça, une petite erreur. Et là, si je réapply. Et là, ça me dit que mon pod a été créé. Donc mon pod a été créé. On va aller vérifier maintenant ce qu'il a fait exactement. Si on fait kubectl get pod comme ça. Donc là, ça nous dit que mon pod, vous avez vu le nom que ça donne mon pod, KAGcode, est bien running. Et qu'il a été créé à 13 secondes. Donc si je reviens ici, si je reviens là, donc on a vu que notre pod, ça s'appelle KAGcode. Maintenant, on va faire un... Donc là, on a appliqué ça. On va maintenant jouer quelques commandes en fait pour voir l'état du pod en fait. Donc là, on a appliqué le pod. Ici, on a vérifié. Ici, on a vérifié que le pod est bien running. Donc tout s'est bien passé parce qu'il y a différents statuts. Mais le statut qui doit toujours vous intéresser, c'est toujours avoir running sur vos pods. Si vous n'avez pas un running, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il peut avoir différents statuts. Ça aussi, on pourra voir plus tard. Mais là, on a notre pod qui est là. Maintenant, on va un peu aller vérifier, voir c'est quoi la configuration de notre pod. Donc, on va utiliser encore kubectl, describe, pods. Et on va donner le nom KHGcode. On va vérifier ça. Hop. Donc là, on a une série d'informations très intéressantes. Donc là, on a le name de notre pod. On a le namespace. Je vous ai dit que le namespace, c'est comme un dossier dans lequel vous mettez vos éléments, ou bien c'est comme un sous-réseau et avec toutes vos ressources en fait. Mais moi, je préfère plus le voir. Voyez-le comme en fait, vous avez un dossier, vous voulez mettre tous vos fichiers dans un projet. C'est un peu ça la notion du namespace. Voilà. Et là, par défaut, si vous ne spécifiez pas de namespace, ça va créer dans le namespace default. Pour le moment, on va tout faire dans default. Après, on pourra travailler sur les namespaces plus tard. Donc là, il me crée un certain nombre de ressources. On a notre label qui est là. On voit qu'il est running. On voit son IP. Donc il y a son statut. Il y a l'IP qui est là. Donc c'est un IP qu'il me donne directement. Vous voyez que le container ID il utilise l'image Docker. Donc derrière, c'est Docker en fait qui permet de run mon image Docker, de run mon image en fait. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, puisque Kubernetes a besoin d'avoir un agent pour pouvoir lire les images Docker. Donc ça peut être containerd, ça peut être Docker. Dans mon cas, c'est Docker. Et là, c'est l'image, la dernière image que j'ai. Là, on peut voir son port. On voit qu'il est running. Donc il y a différents éléments qui sont très importants. Donc la commande describe, elle est super importante. C'est une commande que vous allez utiliser au quotidien durant tout votre voyage et tout votre apprentissage sur Kubernetes. Parce que c'est vraiment l'une des commandes les plus puissantes qui va vous permettre, en général, quand il y a un problème, de pouvoir voir les erreurs, quoi, le problème qu'il y a. Imaginons, donc là on a notre pod qui est bien running. Voilà, vous voyez que ça marche plutôt très bien. On est plutôt content. Maintenant, supposons que maintenant je vais induire une erreur. Je vais mettre une image qui n'existe pas. Si je fais comme ça. Et je vais réappliquer ma configuration. Donc quand vous mettrez à jour votre fichier de configuration, vous pouvez le réappliquer. Donc j'ai juste à refaire la commande kubectl apply-f et je redonne mon fichier qui s'appelle pod.yaml. Voilà. Donc il a mis à jour ma configuration et c'est kubectl getPod. Là il me dit une erreur. Vous voyez le statut n'est plus running. Et là ça veut dire quoi? Donc là j'ai R image pulse. Donc ça c'est assez explicite en fait. Ça veut dire que Kubernetes n'a pas pu aller récupérer cette image. Parce que cette image n'existe pas en fait. C'est une image qui est dans le Docker Hub. Donc là vous pouvez voir déjà que le getPod vous donne une erreur. Maintenant si vous voulez savoir le détail, pourquoi il y a vraiment l'erreur, vous pouvez faire cette commande kubectl describe pod et vous donnez le nom de votre pod. Et là on voit qu'il n'a pas pu pull l'image en fait. Et c'est assez explicite. Donc ça veut dire que cette image-là, elle n'existe tout simplement pas. Et c'est normal, c'est une image que j'ai simulé une erreur. Maintenant, pour corriger ça, j'ai juste à revenir ici, je remets mon Nginx, et ensuite je vais réappliquer ma configuration. Là, et si je fais kubectl get pod, là on voit qu'il a mis à jour, et c'est une nouvelle image qui est là. Et là, tout est running. Et là, si je refais le kubectl describe pod, et je donne mon pod, le nom de mon pod, KHGcode. Là, j'ai vu qu'il a repull. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, là, on a créé notre pod, on a vérifié qu'il marche bien. Voilà.
Maintenant, comment est-ce que je fais pour voir les logs de mon application, de mon pod? C'est là maintenant, il y a la commande kubectl logs. Et vous donnez le nom de votre pod. Donc cette commande-là, ça vous permet de voir directement les logs en temps réel sur vos pods en fait. Donc ça donne, ça print, je sais plus combien de lignes là, ça doit print les, je sais pas, il y a une limite quand même, peut-être les 20 derniers ou peut-être je sais pas, les 30 dernières lignes de vos logs. Donc là, on peut voir j'ai les logs de mon application que je peux consulter rapidement. Donc je fais kubectl logs et ça me donne ça. N'oubliez pas de mettre log avec S. Et ça, c'est aussi super important. Donc là, ça permet de voir si notre application marche bien, si nos logs se print bien et tout. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, la question qu'on se dit, parce que vous voyez le pod là en fait, kubectl get pod. Voilà, il est bien, pardon, kubectl get pod. Vous voyez, il est bien running là, et ça marche bien. Maintenant, la question qu'on peut se dire, comment est-ce que des fois il peut y avoir des problèmes? Des fois, on va aller vérifier par exemple que notre image a été bien buildée, qu'elle contient un fichier. La question qu'on se dit, c'est comment, la question sous-jacente en fait, c'est comment je vérifie, comment j'accède à mon pod en fait. Donc ça arrive souvent qu'on a besoin de se connecter à son pod pour voir si tout marche bien, s'il y a tous mes fichiers, s'il y a ce que je voulais en fait, notamment qu'il y a des problèmes. Donc c'est là où on va utiliser maintenant la commande exe. Donc en fait, vous allez faire kubectl exe-it et vous donnez le nom de votre pod. Le pod c'est khg code et vous allez exécuter la commande /bin/bash. Vous pouvez juste faire /bash selon que vous avez un bash ou bien selon que vous avez du sh. En général, c'est soit bash pour la plupart des images modernes. Sinon, vous pouvez aussi avoir du sh. Mais là, on va faire slash comme ça, bash. Tac. Et là, vous voyez, je suis connecté sur mon pod en tant que root. Donc, sur mon pod, maintenant, je peux voir sa configuration. Je peux voir le code et tout. Je peux même faire un PS pour voir les process. Bon, le PS n'est pas installé. Voilà, c'est pas installé. Donc, je peux lister, je peux voir. Donc là, je suis réellement connecté à l'intérieur de mon pod. Donc, si je veux pas aller voir ce qu'il y a dans slash tmp, voilà, je peux voir les fichiers tmp. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, je peux, si je veux voir l'entry point, je fais un cat de docker entry point.d. Et je peux voir le dislisten par exemple, je sais pas. Donc vous voyez, je peux réellement voir la configuration de mon pod. Là, je suis vraiment dans mon code, donc dans mon pod. Toutes les commandes que j'exécute là, c'est vraiment à l'intérieur de mon pod. Donc ça aussi, c'est une commande qui est... Et pour sortir, juste à faire un exit, c'est aussi une commande super importante. La commande kubectl exe-it, c'est juste pour mode interactif. En fait, le exe, ça permet juste en fait d'exécuter une commande en fait. Et comme quand je lance bash, ça me permet d'ouvrir le terminal sur mon pod et de forcément me connecter. Par contre, je peux exécuter une commande sans me connecter au pod. Donc là, je peux par exemple faire ls slash. Ouais. Il me liste ce qu'il y a dans le slash, mais je ne suis pas connecté au pod. Ça m'a juste listé le contenu de mon pod. Donc j'ai exécuté la commande ls à l'intérieur du pod. Donc l'option dash dash ou tiret tiret. euh, ensuite, vous donnez la commande, ça vous permet d'exécuter la commande à l'intérieur du pod, quoi. Donc ça c'est super intéressant quoi. Donc à ce stade en fait on a presque tout vu. Donc on a vu comment créer un pod en mode euh, déclaratif avec des fichiers YAML. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait le mode impératif. Donc il est aussi possible de créer un pod en ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, on va créer un second pod qu'on va appeler kgcode, mais on va le faire sans utiliser de fichier YAML. Comme je vous le dis, ça c'est bien à savoir si vous voulez passer l'assertif Kubernetes. Mais dans la vraie vie, on ne travaille pas comme ça sur Kubernetes. Il ne faut même pas le faire en fait. Donc là, on va essayer de créer un second pod qu'on va appeler KHG2 et on va aussi donner l'image Nginx2. Donc pour ça, vous pouvez exécuter la commande kubectl run. On va l'appeler KHGcode 2. Et ensuite, on va donner les paramètres en fait. Donc tous les paramètres que vous voyez, on va les donner en ligne de commande. Donc on va donner le nom de l'image, image égale nginx latest là. Et on peut aussi donner le port, port égale à 80. Donc ça fait exactement la même chose. Donc j'ai pas besoin de repréciser ça. Donc quand on crée en mode déclaratif, en mode ligne de commande directement, on doit juste préciser le nom du pod qui est là, l'image, le port. On peut donner d'autres paramètres, mais ça c'est l'équivalent de ça en fait. Et là si je lance mon paramètre, donc là il m'a créé un second pod. Maintenant pour voir mon pod, vous connaissez déjà, je fais kubectl get pod. Et là, il me donne mes pods. Et vous voyez que j'ai le KHG code qui a été créé.
Ouais. Et lui, il a été créé en déclaratif en fait, directement. Mais je vous ai dit, ça, dans la vraie vie, on ne travaille pas comme ça sur Kubernetes. Je vous recommande toujours, si vous voulez créer vos ressources, c'est mieux de créer avec des fichiers manifestes. Ces fichiers-là, après, vous pouvez les versionner. Vous pourrez voir s'il y a des champs, s'il y a un problème, vous pouvez faire des rollbacks, etc. Alors que quand vous faites comme ça, vous n'avez pas la trace de qui a changé, vous n'avez pas la trace de, vous pouvez pas versionner, etc. quoi. Donc c'est mieux de travailler plutôt comme ça que qu'utiliser ces commandes-là. Mais c'est bien de connaître ça. Donc là j'ai mon image Docker Kubernetes qui est là en fait, qui tourne bien. Voilà. Euh, on a notre pod qui tourne, on a nos deux pods qui marchent bien, qu'on a créé en déclaratif et en déclaratif et en impératif. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque encore? Donc là, on peut supprimer ce pod là. On peut les laisser, on va supprimer à la fin. Donc je vous ai vu aussi, je vous ai dit aussi que dans Kubernetes, vous pouvez avoir plusieurs images à l'intérieur d'un pod. Donc ici, vous voyez ça, c'est une liste. Pour ceux qui connaissent un peu le YAML, quand on met des tirets, c'est des listes. Donc ça, c'est la définition d'un pod, mais il est impossible d'un pod avec une image. Mais il est possible de rajouter d'autres images en fait. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc on va créer un autre pod. Là, je vais l'appeler 02 pod multi-container, multi.yaml. Donc c'est un pod qui va contenir plusieurs images, qui vont contenir plusieurs images en fait. Donc là, je vais reprendre ça API version V1, V1. Est-ce qu'il me propose pas? Bon, on va prendre V1 comme ça. Hop. Donc là, je vais créer un pod dans lequel il y aura deux images en fait. Je vais créer, il y aura mon Nginx, il y aura un sidecar, un autre pod. Donc je fais kind comme ça, pod. Dans la vraie vie, en général, ce qu'on fait souvent, c'est beaucoup de copier-coller de ce qui existe déjà. Donc, comme là, on a envie d'apprendre, c'est pour ça que je recommande, je préfère taper toutes les commandes. Je vais mettre le name, je vais donner ça multi-container. Voilà. Et là, je vais donner les specs. Donc, dans mes specs, j'ai le nom de mon container. Comme ça. Donc, et là-dedans, on va donner le nom. La première image, on va toujours l'appeler Nginx. Voilà. Ensuite, l'image, on va dire que c'est Nginx. Le point lattest comme ça. On va prendre le port. Tac. Et au niveau du port, on va donner le container port, on va dire sur le port 80. Donc ça, c'est pour notre premier container. Maintenant, on va créer un second container. Je vais reprendre ça. Hop. Il faut pas coller. C'est pour ça qu'il me met l'erreur. Ouais, c'est l'avantage d'avoir un éditeur qui est capable de comprendre le YAML. Ça permet voilà, de pouvoir, s'il y a des erreurs de syntaxe, vous remonter ça directement sans avoir à perdre de temps. Donc je vais copier-coller ça. Vous allez voir. Et là, je vais créer un pod que je vais appeler, je sais pas, sidecar. Voilà, sidecar. Et là, on va toujours prendre une image BusyBox là, l'image BusyBox. Pour ceux qui font du Docker, ils ont dû déjà croiser cette image là. Bon, vous aurez juste à taper ça. Et le port, il n'a pas forcément de port. Par contre, ce qui est intéressant, on va lui donner une commande. Donc, c'est une commande qui va être exécutée lorsque le pod va être lancé. Donc, je lui donne cette commande là. Hop. Et on va dire qu'on va exécuter une commande sh. On pourra entrer dans les détails de plus ça, mais retenez que ça va juste exécuter une commande quand le pod va se lancer. While true, do I love KAG code YouTube channel. Allez, je fais un truc comme ça. Et là, il va sleep. On va dire qu'il sleep toutes les, je sais pas, 5 secondes. Et là, donne. Donc ça, normalement, c'est ce... tac, je vais mettre comme ça parce qu'il sait qu'il va s'embrouiller. Donc ça, toutes les 5 secondes, en fait, cette commande, ce sidecar là qui est sur mon pod là, que j'ai appelé, je vais l'appeler comme ça, multi container, voilà, comme ça.
Donc ce pod là, il aura deux images. Il y a une image Nginx et une image avec le sidecar. Donc on va regarder comment on va déployer ça. Et ensuite on va voir ce qui se passe. Donc on va revenir sur notre terminal. Je vais faire kubectl apply-f. Je donne mon nom de mon fichier. Voilà, donc il m'a créé le pod. Et là, si je fais kubectl getPod, donc j'ai mon container qui est en train d'être créé en fait. Ce qui est aussi intéressant avec Kubernetes, il y a une commande que moi j'utilise beaucoup, que je vous recommanderais de faire aussi, c'est le watcher. Bon, c'est trop tard en fait, c'est rajouter l'option "-w". L'option "-w" vous permet de voir ce qui se passe. Imaginez que je délète les pods là, vous allez voir. Je fais kubectl getPod, getPod là. Ah non, mais il va les supprimer. Bon, plutôt on va voir ça. Bon, disons que je vais le supprimer. Je fais kubectl delete pod. Donc je vais supprimer le multi-container par exemple là. Il fait que. Voilà. Donc il est en train de load, ce c'était getPod-watch. Donc il a délété, il a supprimé. Excusez-moi de faire de l'anglicisme en même temps. Donc là, si je fais kubectl, je vais réappliquer, vous allez voir ce qui va se passer, ce que je vais vous montrer. Kubectl getPod-watch. Maintenant, quand je fais avec le watcher, currently behind delete, bon, je vais lui demander d'appliquer, il n'a pas encore. Le watcher, en fait, ouais, ça permet de voir les changements d'état. Donc c'est super intéressant en fait quand, comment dire ça? Quand vous faites des, parfois il y a des pods qui prennent du temps pour se créer, pour changement d'état, etc. Le Watcher, ça permet de voir en temps réel en fait les changements d'état sur vos pods en fait. Et moi j'utilise beaucoup en fait personnellement parce que ça permet de voir rapidement quand vous déployez une application, vous voulez voir parce que avant d'être en running, il y a plusieurs états. On pourra voir ça dans une autre vidéo. Je pourrais vous détailler les états pour arriver au running. Ça, ça permet de voir rapidement quand il y a un changement d'état. Donc à chaque fois qu'il y a un changement d'état, ils prennent quelque chose. Donc si je fais kubectl getPod là, il n'avait pas appliqué, donc je vais réappliquer le multi. Donc je fais getPod-watch. Voilà, donc c'est déjà démarré. Donc si je reviens dans sur mon multi-container, il est là. Donc maintenant si je fais kubectl describe de mon multi-container, j'ai mal écrit, bien sûr. Bon, j'ai pas mis le S. On va corriger ça directement ici. On va mettre le L là. Et là, je vais réappliquer pour qu'il mette à jour. Voilà. Donc j'ai mon multi. Là-bas, je vais supprimer l'autre là. kubectl delete. Je vais supprimer l'ancien là. Pap. Plus tard, on va voir les réplicas, les déploiements. Vous allez voir quand vous allez supprimer vos ressources, Kubernetes va les recréer. Mais bon, là, on est sur les pods. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, Quand on aura terminé ça, dans une prochaine vidéo, on parlera déjà des deployments, etc. et des réplicas 7. Donc là, si je refais kubectl getPod, bon, il est en train de terminer things, ça veut dire qu'il est en train de supprimer. Normalement, c'est en cours de suppression. Donc je vais revenir ici, là, je vais faire kubectl describe du pod, multi-container. Donc là, il m'a recréé le multi-container. Et là, vous voyez qu'il y a deux images. Donc il a pull deux images. Il a pull l'image Nginx et il a pull aussi l'image BusyBox. La question maintenant que vous allez vous poser, comment est-ce que je fais pour voir les logs de mon pod quand j'ai deux images? Regardez. Donc je fais kubectl getPod. Si je fais kubectl logs, je reprends par exemple le KHG code là. Là, ça va, il m'affiche les logs parce que dans ce container, j'ai une seule image. Enfin, dans ce pod là, j'ai un seul container. Donc j'ai une seule image. Donc il m'affiche les logs de mon container. Par contre, si je refais le logs en appelant le multi-container, vous allez voir que là, il va plus être d'accord. Attends, si, il affiche les logs du premier pod en fait. Mais il ne me donne pas les logs du sidecar. Ouais, il m'a donné les logs que du premier container, mais il m'a pas donné les logs du sidecar. Et ça peut être problématique. Comment est-ce que je fais donc pour avoir les logs de mon sidecar? C'est là où il y a une option maintenant à rajouter. Vous avez l'option maintenant "-c" pour préciser le container. Dans notre cas, "-c", on va faire sidecar comme ça. Sidecar. Et là, on a les logs du sidecar. Ouais.
Et là, il me print mon message que j'ai affiché là à chaque fois. Voilà, toutes les 10 secondes. Donc si je fais comme ça avec un tiret F, vous voyez que toutes les 10 secondes, il va print. Tiret F, ça veut dire en fait follow. Donc ça follow les logs. Donc à chaque fois qu'il y a une écriture, il est pris. Oui, ouais, toutes les 10 secondes, il me print mon message. Il me print. Ouais. Donc quand on a deux containers en fait, à chaque fois que vous voulez maintenant voir des logs spécifiques d'un container, il faut préciser son nom en présent l'option C. Par exemple, si je mets "-c", c'était quoi notre nom ici? C'était Nginx. Si je mets "-c Nginx, là il va m'afficher que les logs d'Nginx. Ouais. Là il m'affiche que les logs d'Nginx directement. Et je peux rajouter même une troisième image, rien ne m'empêche, je pourrais rajouter une troisième image. Voilà, on va faire ça. Fiou. Je mets ça là. Hop. Ouais, je vais l'appeler juste Sidecar 2. Hello, I love KG YouTube channel. Bon, je vais juste dire là. Je suis le Sidecar 2. Voilà, on va faire un truc comme ça et on va réappliquer notre config. kubectl getPod. kubectl. Je vais delete d'abord. Je vais delete ce pod là. Hop. Et je vais réappliquer mon nouveau pod là. Dans lequel il y aura deux sidecars. Donc il y a le Nginx, il y a le sidecar 2, il y a le sidecar truc là. Voilà. kubectl getPod. Donc je fais kubectl apply. Bon, je n'aurais pas pu, vous aurez pu directement apply. Bon là c'est parce que je suis un peu allé vite là. Donc on va prendre le nom 02 pod. Bon, j'ai mon bash qui déconne un peu, mais c'est pas très grave. Donc là, il me dit not a remove pod container. Donc il me dit qu'il y a une erreur, invalid spec container. Alors, je vais juste vérifier. Non, c'est bon. Tac. Je vérifie bien. Non, non, on est bon là. Le nom est pas bon. Donc je vais réappliquer. Voilà, là ça est créé. Donc si je fais kubectl getPod, c'est Minikube qui a un peu de latence. Donc là, il est en train de créer. Si je mets avec le watcher, voilà, il a créé mon multi-container qui est running. Donc quand vous recréez, toujours faire un describe. Donc je vais faire. Vous pouvez aussi utiliser les noms courts. Ça aussi, je vais vous faire une présentation dessus plus tard. Mais bon, vous pouvez aussi écrire des, mais on va plutôt aller describe. Et on va mettre le nom describe ça. Bah, j'ai oublié de préciser le pod. Donc il faut détruire le pod. Et là, vous voyez qu'il a créé le sidecar de 2, le sidecar normal et l'Nginx. Et maintenant, si je fais kubectl, si je fais refaire kubectl logs, comment s'appelle mon pod? Tac, 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 tac. J'aurais pu juste appeler multi, c'est pas grave. Et là, je vais donner le nom du sidecar 2. Je fais "-f". Ouais, là, il m'affiche maintenant I love KG code. Bon, voilà, ça c'est le. Qu'est-ce que j'ai donné? Sidecar 2, il a pas. J'ai pris quoi? Voilà, j'ai mis sidecar, pardon. Et si je fais sidecar 2, ouais, là, il me donne le nouveau nom. Je suis le sidecar 2. Donc, vous voyez que j'ai un seul pod, mais qui a trois containers, qui a trois images. Donc, comment est-ce que je fais maintenant pour me connecter à l'un de mes pods là, à l'un de mes containers? Quand un pod contient un container, c'est facile de se connecter dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se connecter lorsque dans un pod on a plusieurs images Docker? Imaginez, je vais me connecter sur le sidecar de 2 là. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je refais kubectl getPod là. Voilà. Donc, si vous faites kubectl, je rappelle comment se connecter sur un pod. Vous faites kubectl exit. Vous donnez le nom de votre pod là. Et ensuite, vous donnez l'option bash. Donc là, ça se connecte sur le pod. Là, il n'y a pas de sujet. Dans mon pod, j'ai une seule image Docker. Donc voilà, il se connecte directement. Donc si je refais la même commande là, en donnant cette fois le multi-container. Multi-container. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter sur le port sur le container par défaut. Le premier, c'est le Nginx. Par contre, il y a un message par défaut qui est affiché où ils vous disent que il te dit qu'il est connecté sur le Nginx. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a trois containers là-dedans. Il y a le sidecar 2 et il y a le sidecar. Mais nous, on s'est connecté sur le Nginx.
Donc pour se connecter sur le site, sur un pod, sur un container spécifique, il faut juste préciser toujours l'option "-c". Et là, on va préciser le container, on va aller sur sidecar 2. Tac, et là je suis. Bon, lui il n'a pas de bash parce que c'est une image BusyBox. Donc c'est pas. Il n'y a pas de. Par contre, il n'y a pas de truc. Mais par contre, si je fais ls comme ça, il doit me lister les fichiers. Ouais. Donc là, je suis sur le sidecar 2. Parce que dans le BusyBox, il n'y a pas de bash. C'est pour ça. Est-ce que j'ai ici SH? Est-ce qu'il y a du SH chez BusyBox? Voilà. Donc j'ai plutôt du SH. Donc là, je suis connecté sur le sidecar 2. Et si je reviens sur le sidecar normal, voilà, je suis connecté dessus. Donc là, ici, je veux voir les logs pareil. Donc on va reprendre les logs. Hop. Voilà, vous avez pour le sidecar normal. Si le sidecar 2, le sidecar 1, et là, le Nginx qu'on a appelé. Comment? On l'a appelé Nginx directement. Nginx. Boum. Donc là, vous voyez, on a nos pods qui tournent. On a le log qui tourne. Donc là, à ce stade-là, en fait, on a la base. Donc vous en avez fait pratiquement tout ce qui est possible de faire sur un pod. Donc, on a créé le pod, on l'a décrit, on a vu ses logs, on a pu se connecter dessus. Honnêtement, ça, c'est réellement la base, en fait. Avec ces éléments-là, vous avez presque tout pour pouvoir aller plus loin, en fait. C'est des trucs vraiment qu'il faut maîtriser. Maintenant, comment on fait pour supprimer mes éléments? Donc, c'est très simple. Pour supprimer mes pods, il y a deux façons de le faire. On peut supprimer, donc vous avez vu, pour créer, on a fait kubectl apply-f. Pour le supprimer, vous pouvez faire kubectl delete-f et vous donnez le nom de votre fichier YAML. Et là, automatiquement, ce que Kubernetes va faire, il va aller récupérer le nom de cette ressource-là et il va supprimer tout ce qu'il y a. Donc là, je vais faire ça, boum. Vous voyez là, et là, il a supprimé mon pod. Et là, si je refais kubectl getPod, il n'y a plus le KG code. Si je veux supprimer aussi le multi-container, je fais pareil, je fais kubectl delete-f et je donne le nom de mon fichier qui est là, boum. Tac, il va aussi le supprimer. Donc là, il va supprimer mon multipod. Mon multipod mon pod dans lequel il y a plusieurs containers. Voilà. Donc là, je peux forcer l'arrêt. Je fais kubectl getPod. Ouais. Ça met un peu plus de temps quand dans une image Docker, dans un pod, il y a plusieurs images Docker. C'est pourquoi c'est super important. C'est pour ça que je recommande toujours, moi je vous le dis, de ne pas travailler comme ça. Moi, par exemple, dans mes architectures que moi je gère, dans les projets des infras que je monte, c'est quelque chose que je bannis moi personnellement. Mais il peut y avoir des cas où ça a du sens. Par exemple, si votre Nginx, là, vous voulez par exemple récupérer ses logs, vous voulez peut-être avoir un agent, je sais pas, un agent Grafana ou un agent Fluentbit qui va envoyer des logs au truc, vous pouvez installer un sidecar là-dedans. Ou bien un agent Volt où il va aller récupérer un secret. Ça peut avoir du sens. Mais personnellement, c'est les seuls usages dans lesquels, dans mon container, j'ai le pod et j'ai un sidecar. En général, on dit sidecar, c'est le pod qui vient, c'est le container qui vient se greffer au container principal. Voilà. Donc là, si vous avez vu, on peut delete en utilisant le fichier manifeste et on peut aussi delete avec le nom. Avec le nom. Donc je peux faire, si je fais kubectl getPod. Donc ça, c'était un delete en mode, on va dire, déclaratif. Donc si je veux le supprimer en mode impératif, juste à faire kubectl delete pod et je donne le nom de mon pod là. Fiup. Et là, ça delete mon pod. Et là, si je refais kubectl getPod, ouais, je n'ai plus rien. Donc voilà, tout a été fait, tout marche bien. Donc là, vous avez vu comment ça marche bien. Hop, donc là, si je reviens sur notre filigrane, donc on a fait ça, bon, on va voir ça plus tard, les expositions d'un pod. On a vu comment supprimer, on a vu le watcher, on a vu le multi-container, voilà. Donc, pour la prochaine fois, là, pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà un petit exercice que je vous donne. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. C'est de pouvoir créer un pod que vous allez nommer KG Code Student. Voilà.
avec les spécifications suivantes. Donc ça va être une image HTTPD cette fois, donc c'est une image d'Apache. Vous allez exposer le port 8080 et vous allez afficher une commande qui affiche j'aime la chaîne KG code. Voilà. Donc ça c'est pour vous amuser en fait. Je vous conseille de faire ça, pas tout de suite, peut-être demain ou après-demain ou quelques heures après. Voilà, vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez. Pour pouvoir, comment dire, consolider ce que je vous ai montré là. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo dans laquelle on a fait les fondations de Kubernetes. Donc il faut voir Kubernetes, la formation que je suis en train de faire pour vous, il faudrait voir qu'il y aura plusieurs étages. Il y aura peut-être 10 niveaux, voilà, 10 étages. Donc là, on a posé la fondation, on a fait la base, le socle technique, qui était de pouvoir installer les premiers outils et ensuite pouvoir commencer à manipuler des pods. Donc jouer des commandes super importantes comme créer un pod, supprimer un pod, se connecter au pod, afficher ses logs, détruire sa configuration et tout. Donc ça c'est vraiment la base en fait. Donc, et c'est très bien. Je pense qu'à ce stade là on a fait à peu près, je dirais 10% du chemin. Si vous avez vraiment assimilé toutes ces commandes que je vous ai montrées là, voilà, vous avez vraiment 10% de la formation que je suis en train de vous faire là. Et vous allez vraiment avoir les bases pour pouvoir aller plus loin. Donc dans la prochaine vidéo là, la prochaine vidéo on va monter maintenant un cran au-dessus. Donc on va sans doute attaquer les deployments, les réplica sets, etc. Donc on va voir comment est-ce que Kubernetes gère le scaling. Comment est-ce que quand on va déclarer à Kubernetes que je veux 3-4 ressources, même si vous supprimez ces ressources là, même s'il y a un problème, Kubernetes va s'assurer que vous avez toujours les ressources que vous avez demandées en fait. Et on va pouvoir commencer à créer les deployments et tout, voilà. Parce que dans la vraie vie en fait les pods, vous allez rarement voir un fichier YAML dans lequel il y a un pod. C'est plus souvent sur des hauts niveaux qu'on travaille, notamment des deployments, des daemon sets, des stateful sets, etc. Donc, on les verra tout à l'heure en fait, enfin tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous trouvez pertinent, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser écrire en commentaire et moi je me permettrai de répondre. Si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi à la chaîne. Donc l'idée réellement c'est de pouvoir, moi dans cette chaîne, dans cette formation, c'est de pouvoir vraiment vous transmettre mon savoir que j'ai accumulé au cours de mes 7 années à travailler sur Kubernetes. Et aussi je refais une petite pub, donc j'ai publié un livre. Il sera disponible bientôt sur Amazon, dans lequel j'ai décrit en fait un manuel qui va vous permettre de pouvoir débugger les réels problèmes sur vos clusters Kubernetes en production. Voilà. Donc je mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc je vous dis à très vite et d'ici là portez-vous très bien. À bientôt. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.